Vous êtes sur la panafricaine Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous nous rendons à Saint-Louis, au pays de la Teranga, où s'est tenu un forum régional de haut niveau sur le développement durable de la vallée du fleuve Sénégal, confrontée aux défis du changement climatique. Cette initiative, portée par le groupe de la Banque mondiale, avait pour objectif principal de recueillir les réflexions et recommandations des divers acteurs évoluant autour de cette vallée actuellement fortement impactée par les variations climatiques. La vallée du fleuve Sénégal est au cœur d'un vaste projet de développement durable, intégré et résilient, qui sera prochainement présenté au conseil d'administration de la Banque mondiale. Le compte-rendu de cette rencontre sera présenté dans notre reportage et pour nous offrir un éclairage sur les enjeux cruciaux liés au développement durable de la vallée du fleuve Sénégal, nous avons le privilège d'accueillir Madame Nouma Dione, représentante pays de la Société financière internationale SFI au Sénégal et en Gambie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Madame Dione, on se retrouve ici juste après notre reportage. Direction Saint-Louis avec Daouda Sow et Moussa Ndir. Saint-Louis du Sénégal, une région située sur la côte nord-ouest du Sénégal. La localité est connue pour son mythique pont Faidherbe, une infrastructure qui relie l'île au continent. Cette ville de la vallée du fleuve Sénégal, qui est une presqu'île, est aujourd'hui fortement impactée par les effets du changement climatique. D'où le choix porté sur Saint-Louis par le groupe de la Banque mondiale pour abriter ce forum régional de haut niveau sur le développement durable de la vallée du fleuve Sénégal face aux défis du changement climatique. Occasion saisie par la Banque mondiale et ses partenaires pour échanger sur les opportunités qu'offre cette vallée face au changement climatique. Ce projet, qui sera présenté au conseil d'administration de la Banque mondiale le 13 février 2024, vient avec une approche de développement durable, intégrée et résiliente. Comment, dans une approche novatrice, on peut préparer un programme en complément des projets qui existent déjà, mais en ayant tiré des leçons des programmes antérieurs pour que les ressources en eau, par exemple, puissent bénéficier vraiment des nouvelles technologies et faire en sorte que l'agriculture puisse se faire à tout moment à travers un système d'irrigation maîtrisé. Premier élément. Deuxièmement, compte tenu également des potentialités dans le secteur de l'élevage, comment développer l'élevage pour que à la fois la production laitière mais également la disponibilité des viandes puisse être une constante et permettre à ces populations-là aussi de tirer davantage de revenus de ces secteurs-là, mais en même temps de contribuer au développement global de la société. Il en est de même du secteur de la pêche. Ce forum est d'ailleurs organisé à cet effet dans le but de recueillir les réflexions et recommandations des différents acteurs autour de la vallée, ce dans une dynamique de co-construction. Il est important de se rapprocher d'où l'idée de ce forum. Dans la salle, vous avez des populations qui sont représentées à différents niveaux, que ce soit à travers les organisations paysannes, des groupements de femmes, des secteurs privés, etc. Donc la présentation du projet leur permettra de nous donner des feedbacks, mais en même temps de poser les jalons pour un engagement continu. Comme je le disais dans la séance de ce matin, la mise en œuvre de ce projet se fera de manière dynamique. L'idée, c'est vraiment dans le cadre des changements qui se perdent dans nos régions, et vous avez parlé du changement climatique, c'est un élément essentiel parce que les impacts effectivement touchent les habitants, les populations de la vallée, et pas à ricochet, comme c'est le grenier des deux pays, ça touche l'ensemble des populations dans la région. Les communautés installées dans la vallée du fleuve sont impliquées dans la phase de conception du projet, une façon de réfléchir ensemble à des solutions novatrices, résilientes et adaptées à la vallée. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment, au-delà de faire le constat de ces impacts, c'est de réfléchir ensemble sur les voies et les moyens d'y faire face, en apportant aujourd'hui, en tirant profit des solutions d'aujourd'hui.
Et permettez-moi peut-être d'en citer une. C'est vraiment l'utilisation des nouvelles technologies pour permettre à nos agriculteurs de mieux maîtriser les risques, surtout les risques liés au changement climatique. Le choix porté sur Saint-Louis pour accueillir les échanges est grandement apprécié par les autorités locales, ce qui permettra d'approfondir la réflexion sur les défis environnementaux et les richesses dont regorge la vallée du fleuve Sénégal. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en décembre 2000, Saint-Louis, à l'instar d'autres établissements humains de la vallée du fleuve Sénégal, est confronté aux effets adverses du changement climatique. En effet, Saint-Louis, qui a comme rempart la langue de Barbarie, est fortement menacé de disparition, du fait notamment de l'érosion côtière et de l'avancée de la mer, qui occasionne régulièrement des démolitions massives de maisons et d'infrastructures publiques et privées, engendrant ainsi de fréquents déplacements des populations sinistrées. Ce forum invite aussi à renforcer les projets au niveau sous-régional. Cette mutualisation des forces peut ainsi constituer une solution efficace pour un développement durable et résilient de la vallée entre le Sénégal et la Mauritanie. Toutes nos activités dépendent de la ressource en eau qui elle-même subit directement les effets du climat. Les changements climatiques influencent aussi bien nos ressources en eau, nos écosystèmes, que nos programmes de développement agricole. En somme, il impacte considérablement les économies de nos États. Chaque pays, pris individuellement, trouvera difficilement des solutions viables aux conséquences des changements climatiques. Unis dans un bassin versant géré de façon transfrontalière, solidaire, élargie et diversifiée, nous arriverons sûrement à avoir des solutions résilientes et adaptées à notre contexte régional. Dans cette vallée a d'ailleurs été développée il y a plus d'une cinquantaine d'années une structure d'intégration pour une meilleure gestion du fleuve Sénégal au bénéfice des communautés. Il s'agit de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, une institution créée en 1972 à Nouakchott par la Mauritanie, le Mali et le Sénégal dans un contexte de sécheresse. Ce n'est que plus tard que l'organisation s'ouvre à la République de Guinée. L'OMVS, c'est des infrastructures hydroélectriques qui permettent aujourd'hui de fournir une énergie fiable, propre, bon marché à ces États. C'est des centaines de milliers d'hectares irrigués et irrigables. C'est de l'adduction en eau potable pour Nouakchott, par exemple, pour Dakar, et j'en passe. Et c'est des projets aussi de développement communautaire, notamment avec la Banque mondiale, avec laquelle notre institution entretient des relations très très longues depuis plus de 20 ans, et au bénéfice des populations. Donc je dirais que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, quand on parle du fleuve, le fleuve Sénégal, c'est 4 États qui ont décidé que ce fleuve-là est un bien commun et ont décidé d'avoir le destin de ce fleuve, un destin commun. Ils ont prouvé au monde que le fleuve, en plus d'être un gage de sécurité dans un monde où l'eau est une source plutôt de querelle, est un gage de stabilité et de paix. Aujourd'hui, l'OMVS développe aussi des projets de résilience au changement climatique. À travers des solutions et innovations pour faciliter l'accès au financement. Nous pensons qu'il n'y a pas de résilience sans espoir donné aux plus jeunes. Et donc nous travaillons avec nos différents partenaires, et aujourd'hui l'atelier d'aujourd'hui est un exemple concret, à donner à nos jeunes et à leur expliquer que l'espoir est permis, qu'il y a des projets. Vous avez vu les axes liés à l'innovation, des compétitions pour les start-up et PME de jeunes qui ont des idées très intéressantes autour des thématiques d'organisation, l'agriculture, l'électricité, l'adduction en eau potable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est qu'il n'y a pas de résilience sans solution financière appropriée aux communautés. Nous sommes dans une zone, le bassin du fleuve, plus de 30 millions d'habitants, mais c'est une zone où l'accès au financement est compliqué. L'accès au financement est cher. C'est pour ça que nos chefs d'État, les chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS ont décidé le mois de juillet dernier de lancer une initiative visionnaire, l'initiative de créer une banque de développement qui va un peu être le réceptacle des différents financements qui sont destinés au développement du bassin du fleuve.
Ce forum, c'est aussi l'affaire des chercheurs qui travaillent sur ces questions de changement climatique. Ces derniers saluent d'ailleurs l'approche communautaire prévue dans le projet de résilience et de développement de la vallée du fleuve Sénégal. Il y a une population importante qu'il faut satisfaire. C'est aussi une zone qui est connue pour sa vulnérabilité. Il y a des problèmes de sécurité alimentaire, de revenus tout simplement. Et donc c'est comment est-ce qu'on répond de façon efficace aux besoins de populations vulnérables. Et finalement, on doit y répondre avec des contraintes qui sont des contraintes qui vont au-delà du financement, qui vont au-delà de la volonté politique, qui sont les contraintes du changement climatique. Donc voici en gros quelques défis auxquels ce projet tente de répondre. Et une des réponses qu'amène ce projet, c'est l'approche communautaire, l'approche participative et inclusive. Et c'est une approche qu'il faut vraiment saluer. Nous sommes persuadés à IPAR que le développement il ne peut pas se faire sans un engagement fort des politiques bien sûr, mais également des communautés. La question du changement climatique étant assez délicate, les réponses à y apporter requièrent des besoins croissants de financement pour l'adaptation. Le Sénégal, depuis 2015, indique dans un document qui est la contribution déterminée nationale ses objectifs d'adaptation et d'atténuation au changement climatique et ses besoins financiers qui sont en lien avec ces objectifs. Et depuis 2015, je crois que l'on est à plus de 14 billions de dollars, si je ne m'abuse. Et d'après une étude récente de IPAR, seulement 1% de ces besoins sont financés. Et quand je parle de financement, je parle de dons. Ce projet-là est un projet qui est financé par le groupe Banque mondiale, donc il s'agit plutôt de prêts. Mais quand on voit la différence entre les besoins et le financement réel, il est important que d'autres acteurs de financement, d'autres bailleurs rentrent dans le jeu de la lutte contre les changements climatiques pour qu'on puisse avoir un impact visible. Pour ce chercheur basé aux États-Unis, l'implication des communautés du début jusqu'à la fin des différents projets peut contribuer à plus d'efficacité dans les résultats obtenus. J'ai insisté aussi sur l'aspect suivi et évaluation participatif. Parce que, comme je l'ai dit, ils ont parlé de people first et j'ai ajouté aussi people last. Donc on doit avoir le peuple au début et le peuple aussi à la fin. Et le peuple doit être le juge ultime de tout ceci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit le programme mis en place, il faut aussi que dans l'évaluation de ces projets, que ces populations soient impliquées pour s'assurer que les objectifs qui sont dits théoriquement sont aussi réalisés sur le plan pratique. Ce modèle de co-construction, les principaux bénéficiaires l'apprécient tout autant. C'est le cas des femmes agricultrices du Nord. Nous remercions l'État du Sénégal et la Banque mondiale de nous avoir permis de participer à ce forum sur le changement climatique. Déjà que dans la vallée du fleuve Sénégal, la culture du riz est impactée par les effets de ce changement climatique qui perturbe même notre calendrier culturel. Donc si aujourd'hui la Banque mondiale vient directement à la rencontre des agriculteurs que nous sommes pour s'enquérir de notre situation et recueillir notre avis sur le nouveau projet, nous ne pouvons qu'en être fiers et honorés. Tout le monde sait que les femmes agricultrices ont de sérieux problèmes d'accès au financement. Les changements climatiques impactent beaucoup aussi les femmes. Nous sommes donc fiers de participer à ce forum international auquel même la Mauritanie participe. Cela nous permettra de mieux être imprégnés sur les questions de changement climatique. Pour soutenir la filière rizicole, les productrices du REFAN attendent du groupe de la Banque mondiale que ce projet prenne en compte toute la chaîne de valeur. Par rapport à ce projet, nos attentes sont que toute la chaîne rizicole soit prise en compte, de la graine à la culture, jusqu'au transport, à la transformation et à la consommation. S'ils veulent l'atteinte de la souveraineté alimentaire avec des productions de qualité, je vous dis que toute la chaîne de valeur doit être prise en compte. Ainsi, cela pourrait constituer une solution par rapport à la question de l'emploi des jeunes pour lutter contre la migration irrégulière.
La société civile sénégalaise n'a pas été en reste à ce forum de Saint-Louis. Certains de ses membres invitent à un changement de paradigme, mais aussi à harmoniser les différents projets développés dans la vallée du fleuve Sénégal pour plus d'impact. Quand je vois par exemple nos autorités ici, que ce soit ministres ou bien même des élus locaux, soit dans une posture de demander à la banque, c'est pas bien. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Voyez-vous, ça devrait être d'abord une stratégie élaborée, développée par légitimement nos autorités politiques et ensuite partagée avec tous les partenaires, dont la banque, parce qu'il y a beaucoup d'autres partenaires qui interviennent dans la vallée. Est-ce qu'on veille à la cohérence des interventions? Il y a la stratégie CEDEAO sur les changements climatiques. Il y a l'OMVS en tant que structure interétatique autour de la zone. Il y a même nos stratégies à long terme pour réduire l'émission de gaz à effet de serre que le Sénégal est en train de mettre en place, le PSE. Il faut une cohérence de tout ça. Et pour assurer une cohérence de tout ça, il n'y a que l'autorité publique qui doit prendre le leadership. Le projet de développement et de résilience de la vallée du fleuve Sénégal, auquel la Banque mondiale contribuera à hauteur de 195 millions de dollars, aidera à relever les multiples défis climatiques auxquels sont confrontées les communautés sénégalaises et mauritaniennes. Ce nouveau projet compte aussi soutenir un développement territorial intégré pour renforcer la résilience des communautés et promouvoir les moyens de subsistance et les opportunités économiques dans la vallée. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Madame Nouma Dione, représentante pays de la Société financière internationale SFI au Sénégal et en Gambie. Madame Dione, vous venez de suivre le reportage réalisé à Saint-Louis par nos équipes en marge du forum de haut niveau sur le projet de résilience et de développement de la vallée du fleuve Sénégal. Et quel regard portez-vous sur la participation significative des différents acteurs pour partager leurs réflexions sur la question ? Merci Alexis. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter pour ce reportage qui a été très bien fait. Le regard que je porte sur ce forum, c'est d'abord que c'est un forum qui a été réussi. Et je félicite mes collègues de la Banque mondiale de l'avoir organisé et d'avoir pu réunir toutes les parties prenantes sur cette question très importante. Et je dois dire que j'ai été surprise de voir toutes les communautés, tous les acteurs réunis. Nous avions des chercheurs, nous avions les communautés elles-mêmes, les agriculteurs, les agricultrices. Nous avions aussi les acteurs du secteur privé qui étaient un peu plus, je dirais, gros dans les chaînes de valeur agricoles. Et nous avions évidemment les autorités publiques centrales, mais aussi régionales. Donc nous avions vraiment réuni tout le monde pour débattre de ces questions. Un message qui est revenu plusieurs fois et je pense qu'il est très important, c'est qu'il y a eu un participant qui a dit « Tout ce qui a été fait en mon nom, sans moi et contre moi ». Et donc c'est là la valeur ajoutée d'une approche participatrice pour ensuite inclure dans la planification, dans le développement de solutions, des solutions qui sont pérennes. Dans le reportage de nos collègues, nous avons vu les communautés, vous venez de le dire précédemment, à travers les agricultrices, saluer le choix de la Banque mondiale de les impliquer. Quelle place occupent ces communautés dans les projets de la Société financière internationale, branche du secteur privé de la Banque mondiale? Donc tout d'abord, nous sommes au sein de la Banque mondiale, mais nous sommes chargés d'appuyer le secteur privé. Donc la Société financière internationale travaille quand même assez étroitement avec la Banque mondiale sur les questions liées au développement économique. Et là, on peut apporter des réponses au secteur privé. Nous le faisons. S'agissant des agriculteurs, il faut que je précise, et ça c'est ce que notre directeur régional Olivier Bouyoya a dit, et qui est pertinent, c'est que les agriculteurs sont quand même des entités, des acteurs du secteur privé. Donc ils font partie intégralement des chaînes de valeur agricole. Et donc lorsqu'on parle de secteur privé dans le secteur agricole, il faut évidemment parler des agriculteurs. Et les agricultrices en question, c'est une population ciblée pour nos interventions. Madame Dione, quels sont les investissements réalisés par votre structure dans la vallée du fleuve Sénégal? Donc nous n'avons pas, malheureusement et de manière très humble, je vais le dire, fait beaucoup dans le passé.
Nous avons eu 2 investissements, un avec SAF Ingrédients, qui est dans la transformation de l'oignon en poudre d'oignon sèche. Et nous avons aussi investi dans une institution financière, la BOA, en partenariat avec une AgTech, donc une plateforme digitale pour justement faciliter l'octroi de crédit. C'est une manière de donner aux institutions financières qui rentrent dans ce modèle l'opportunité d'aller plus dans les secteurs plus risqués comme l'agriculture et de suivre le crédit. Et nous avons donc investi sur ces 2 initiatives. Mais nous comptons faire beaucoup plus dans le futur. Et notre vision ne s'arrête pas à des appuis, je dirais, ponctuels, transactionnels, mais vraiment d'accompagner tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole. Il faut que je dise que quand même c'est une façon de travailler sur tout un ensemble d'acteurs. Et la campagne agricole, il faut le dire, c'est comme une orchestration. Tout le monde doit jouer sa partition. Et la chose qui dirige donc cet orchestre, c'est la campagne agricole, c'est le calendrier culturel. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse accompagner les producteurs à produire à temps. Donc c'est un crédit qui doit être mis à temps, à leur disposition avec tous les intrants. C'est accompagner les agroprocesseurs pour qu'ils puissent sécuriser la production qui est nécessaire pour justement produire les produits qu'ils vont ensuite écouler. Et ensuite, la logistique, tout ce qui est stockage, tout ce qui est transport, la chaîne de froid. Donc notre ambition, c'est d'accompagner tous ces acteurs privés tout le long de la chaîne de valeur agricole. La Société financière internationale a investi depuis 1986 un montant global de plus de 987 millions de dollars, dont 67 projets au Sénégal. Quelle est la part des projets relatifs aux questions liées au changement climatique ou à la transition énergétique? Je vais vous donner plutôt des exemples, parce que la part, c'est difficile à mesurer, mais on fait énormément maintenant d'appui et de projets qui ont un aspect, je dirais, vert. Par exemple, nous avons investi avec la Socosim, qui est un géant. Et le but de cet accompagnement financier, c'était justement de leur apporter un appui technique pour la décarbonisation de leurs opérations, pour qu'ils puissent de réduire leurs émissions en carbone. Nous avons aussi appuyé donc, la CIMAF, qui est un autre géant dans la fabrication de ciment. Et nous avons aussi appuyé le gouvernement dans la structuration d'un projet de production photovoltaïque, donc dans le solaire. Ça s'appelle Skilling Solar. C'était un succès qui a permis d'arriver à un des tarifs les plus bas d'Afrique, donc ici au Sénégal. Donc nous avons vraiment fait beaucoup au Sénégal, mais nous essayons de faire plus maintenant. Et pour vous donner une indication, la société financière pour appuyer les pays dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, intégrer tout un modèle opérationnel qui donc va aligner tout son portefeuille à cet accord. Donc maintenant, à travers de toutes nos interventions, nous allons essayer de voir comment optimiser pour justement réduire les émissions, pour appuyer les clients à atténuer les effets du changement climatique, mais aussi à trouver des techniques d'adaptation pour optimiser justement leurs investissements. Aujourd'hui, nous avons la volonté réelle d'accroître notre portefeuille investissement au Sénégal et dans la sous-région. Je rappelle que vous aviez tenu ces propos lors d'un débat avec des journalistes. Pourquoi ce choix de revoir à la hausse le portefeuille d'investissement de la SFI au Sénégal? Donc la SFI a investi au Sénégal, le premier investissement date de 1967. Et notre portefeuille s'est accru. Nous avons dépassé le milliard. Vous avez dit 987 millions de dollars. Nous sommes à plus de 1,2 milliard de dollars investis et mobilisés au Sénégal à travers plus de 70 projets. Donc notre ambition, c'est vraiment d'investir au Sénégal. Pourquoi? Parce que le Sénégal est un pays stable. C'est vrai, il y a eu des chocs récemment à cause de la pandémie, à cause des pressions inflationnistes récemment, et aussi à cause des guerres, la guerre en Ukraine. Mais ce que je peux dire, c'est que malgré tout ça, c'est un marché qui est très dynamique, une population jeune, avec des besoins en infrastructure,
en énergie, dans tous les secteurs qui méritent donc un investissement conséquent. Donc notre ambition, c'est d'augmenter notre portefeuille d'engagement. D'ailleurs, le bureau de Dakar de la SFI est devenu un hub régional. Donc nous avons quand même staffé, si je peux utiliser ce terme, notre bureau de Dakar pour justement avoir une meilleure présence, non seulement au Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Madame Dione, quels sont présentement vos projets phares dans le domaine de l'environnement au Sénégal et en Gambie? Donc je vais être très modeste, je vous ai déjà donné quelques exemples. Je dirais Scaling Solar est un des projets que j'aime citer puisque ça a permis un des tarifs les plus bas d'Afrique au Sénégal. Ce qui est, je pense, très important, c'est environ 25 francs CFA le kilowatt. C'est quand même impressionnant. Et il y a aussi la vision de travailler avec tous les grands acteurs des grandes industries pour justement essayer d'optimiser leurs opérations pour apporter des pratiques vertes plus pérennes. Et donc nous avons aussi travaillé avec les hôtels pour essayer de transformer leur modèle opérationnel avec du solaire. Nous avons aussi travaillé avec je ne sais pas si vous saviez, mais un tiers donc, de la production d'électricité au Sénégal a été faite à travers des projets qui ont été financés par la SFI. Donc nous aimerions en tout cas dans le futur pouvoir appuyer ces projets pour justement transitionner vers une production plus verte. Donc ça sera une ambition dans le futur. Merci Madame Dione pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes la représentante pays de la Société financière internationale SFI au Sénégal et en Gambie. Merci beaucoup Alexis. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.